à toutes et tous, je suis Vincent Gibert, je suis conseiller départemental de la Haute-Garonne, élu en charge du programme d'action de lutte contre toutes les formes de discrimination qui s'appelle les Chemins de la République. Depuis 2015, sous l'autorité du président Georges Méric, nous faisons un constat, celui d'une République fragmentée, d'une République attaquée, d'une République fragilisée. Aujourd'hui, face à cela, il est temps de retisser des liens entre les individus. Il est temps de résoudre les fractures. Il est temps de lutter contre toutes les formes de discrimination qui touchent aujourd'hui encore de trop nombreux individus. Sur le territoire de la Haute-Garonne, de très nombreux acteurs associatifs sont engagés dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Nous les accompagnons, nous les soutenons, nous valorisons leur action, mais malheureusement, cela ne suffit pas. La voix de notre institution est aussi une voix importante. En tant qu'autorité publique, nous devons réaffirmer que les expressions de discrimination ne sont pas une opinion, mais sont un délit. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin, main dans la main, avec l'ensemble des acteurs engagés sur ces questions, de travailler. C'est pourquoi nous vous proposons ce temps de réflexion, ce temps de débat auquel vous allez participer. L'objectif, c'est que demain, plus un citoyen, plus une citoyenne haut-garonnais, haut-garonnaise ne soit victime d'une discrimination. Si après ce moment, vous souhaitez en savoir plus, si après ce moment, vous souhaitez vous engager à nos côtés, je vous invite à visiter le site du Conseil départemental de la Haute-Garonne, à la rubrique Chemin de la République, pour connaître toutes nos actions et tous les événements à venir. Veille Badinter ou de la conviction et du courage en politique. Deux discours inoubliables, celui de Simone Veil, le 17 janvier 1975 sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, et celui de Robert Badinter, le 18 septembre 1981 sur l'abolition de la peine de mort. Deux textes fondateurs de notre modernité et de notre justice qui sont incarnés par Corinne Mariotto et Christophe Merle, qui font découvrir ou réentendre ces deux plaidoyers inscrits dans nos lois dont on ose espérer qu'ils sont acquis définitivement. En tout cas, nous allons discuter avec eux. Bonjour Corinne Mariotto. Bonjour. Tu es comédienne depuis de longues années à Toulouse. Tu as travaillé sur le théâtre avec de nombreuses compagnies, de nombreux metteurs en scène, Francis Azéma, René Gouzen, François Fener et Christophe Merle, qu'on va présenter dans quelques instants. Tu as également participé à plusieurs films en court et long métrage, et plus particulièrement au film Lorette 1942 de l'excellent Francis Fourcou, dans lequel tu incarnes le rôle de Madeleine Barrault, l'initiatrice de l'entrée de la CIMAD dans les camps d'internement du sud de la France, un des sujets que les Chemins de la République ont traité assez récemment. Et tu as également créé la Compagnie de la Dame, qui a une particularité, c'est qu'elle a vocation de mettre en avant les auteurs, les figures féminines fortes, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. La Compagnie de la Dame, avec cette compagnie, c'est l'initiative de cette compagnie. L'idée, c'était de faire mes propres projets, d'être un peu, pas metteur en scène, mais en tout cas à l'initiative des choses. Et c'est plus orienté sur les figures féminines, les autrices, les femmes, quoi. Voilà. Alors les femmes, une sacrée femme, si je peux me permettre, Simone Veil, que tu incarnes dans cette production des Voix du Caméléon, autour de la mise en scène de Christophe Merle. Christophe Merle, tu es metteur en scène et comédien, directeur artistique de la compagnie Les Voix du Caméléon, que tu as fondée en 1996, je crois. Tu as un parcours théâtral qui est un peu particulier, puisque tu l'as commencé au Mali, sur une démarche un peu particulière, avec un projet où tu utilises le théâtre dans une dominante didactique. Oui, c'est ça. Je me suis retrouvé un peu au Mali un petit peu par hasard pour quelques mois, puis j'y suis resté 3 ans. Et en effet, j'ai rencontré un prof de l'Institut national des arts là-bas qui travaillait à essayer de mettre sur pied des équipes qui travaillaient sur un mode théâtral didactique, d'aller au-devant des populations pour travailler sur des questions de santé, d'environnement, en se servant de modes de théâtralité existants dans chaque groupe linguistique. Et donc on avait plusieurs équipes qui parlaient, puisque c'est un pays multilinguiste, qui parlaient et qui travaillaient dans différentes langues. Donc ça a été une aventure très importante. En même temps, j'ai rencontré un homme de théâtre malien avec qui on a fondé une compagnie pour travailler plus sur des textes d'auteurs. Et on avait monté plusieurs spectacles, dont Le Roi se meurt, au moment où la dictature malienne commençait à vaciller. D'accord, donc
un engagement dans lequel le théâtre prend une part importante. Donc, ce qui me conduit peut-être à cette première question, c'est que tu es le metteur en scène de Veille Badinter ou de la conviction et du courage en politique. C'est le titre de la pièce, de la mise en scène. Donc, d'après les textes de loi de Simone Veil sur l'interruption volontaire de grossesse et de Robert Badinter sur l'abolition de la peine de mort, tu présentes cette création comme étant du théâtre documentaire. Le théâtre documentaire a pour but, tu me corriges si nécessaire, d'éveiller la conscience politique. Ça peut même parfois viser à condamner telle ou telle prise de position. Est-ce que c'est une démarche militante ou une démarche artistique ? C'est nécessairement au croisement des deux. Je ne suis pas un militant, je n'adhère pas à un parti politique, je n'ai pas d'engagement associatif particulier. Par contre, j'ai envie d'un théâtre qui interroge notre époque, qui interroge notre société. Et donc je crois qu'on est un peu au croisement des deux. Alors c'est la première fois que je suis sur un projet aussi marqué documentaire. D'habitude on est plus sur un travail d'auteur. Mais il y avait quelque chose de l'ordre d'une intuition qu'il fallait ramener ces deux textes-là. Alors le pourquoi après, c'est le principe de l'intuition, on ne sait pas. Même si j'ai quelques idées. Alors, et pourquoi justement Simone Veil, pourquoi Robert Badinter, pourquoi ces deux personnages et pourquoi les mettre en face à face ? Je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu du révélateur en photographie, quoi, et que d'un moment, les choses se décantent et ressortent et remontent d'elles-mêmes. Et personnellement, je suis totalement en manque d'un discours dans notre époque, de deux discours, deux pensées qui relient l'engagement politique, la pensée, la dimension intellectuelle des choses, je dirais même de l'écriture, et qu'aujourd'hui je trouve qu'on est dans une période très très pauvre et que si on se penche sur notre passé récent, si on veut retrouver ou trouver ou dégager des figures, Robert Badinter et Simone Veil apparaissent d'eux-mêmes. Je pense qu'on ferait un sondage au moins sur les gens de notre génération, c'est une évidence. Ce qui se confirme d'autant plus que ce sont deux personnalités politiques intellectuelles qui sont de partis politiques différents, et que si on parle de ces personnages-là, la question de leur appartenance politique est totalement secondaire. Donc ça signifie bien que c'est leur pensée, leur engagement qui prend le dessus sur du partisanisme. Effectivement, l'une de droite et l'autre de gauche. Corinne, qu'est-ce qui t'a intéressé finalement dans ces deux personnages quand tu as accepté d'interpréter le rôle de Simone Veil ? Qu'est-ce qui te semblait intéressant ? En fait, ce que je trouvais très malin, c'est de mettre ces deux-là ensemble, en parallèle, et dans un cheminement. Dans le spectacle, ils cheminent sur deux parallèles, sans se rencontrer, mais c'est comme un faux dialogue où les idées qui sont défendues par l'un et par l'autre cheminent côte à côte. On voit les engagements, mais ça se rencontre pas. Et comme dit Christophe, enfin, c'est deux personnalités hyper fortes et hyper engagées. Donc voilà, je trouvais ça vraiment malin de les mettre ensemble. D'ailleurs, dans le spectacle, on ne se regarde pas, on n'est pas dans un rapport de contact, si ce n'est à la fin où on échange un regard sur la fin. Oui, contact qui a priori n'a pas eu lieu dans la vraie vie non plus, puisqu'ils sont à quelques années d'écart, 75 et 81. Ils se connaissaient. Ils se connaissaient, j'imagine. Mais ce faux dialogue-là n'a bien sûr jamais existé. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a semblé plus particulièrement marquant dans le personnage de Simone Veil que tu incarnes, que tu interprètes ? C'est une femme. Après, bon, c'est des banalités de dire ça, mais c'est une femme remarquable, exceptionnelle, qui a fait preuve d'un grand courage, parce que c'était pas gagné du tout. Tout à fait. Et qu'elle a eu beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens qui étaient contre elle, que ça a été très dur jusqu'au bout, jusqu'à ce moment du discours à l'Assemblée nationale
où elle a prononcé son discours sous les huées, sous les colibés, sous les crachats. Enfin, c'était très dur, sous les menaces. Enfin, c'était vraiment horrible. L'antisémitisme, le fait d'être femme. Enfin, il y avait beaucoup de choses contre elle, et elle y va, et elle y va jusqu'au bout. Oui, d'où effectivement ce courage dont Robert Badinter fait également preuve dans un contexte peut-être un peu différent. Pour lui, c'est plus... Voilà. C'est plus simple, enfin plus simple. C'est plus sur du velours. Pour elle, c'est pas gagné d'avance, quoi. Oui, parce que la différence du contexte, c'est que Mitterrand est élu en mai 81, donc la loi arrive à l'Assemblée en octobre 81 avec une majorité écrasante donc de députés PS. Donc la majorité absolue est large, donc évidemment la loi sera votée. C'est-à-dire qu'avant de monter au perchoir, il sait que la loi est votée. Contrairement à elle, où on est dans un contexte totalement différent. Si la loi sur l'IVG est adoptée au Parlement, c'est parce qu'elle va faire un travail vraiment de dentelle sur un fil pour essayer de convaincre les gens de son camp qui sont réticents qu'il s'agit de traiter une question de santé publique qui concerne 300 000 femmes en France par an, c'est quand même un truc assez hallucinant. Et en même temps, la loi sera votée parce qu'elle aura l'appui de l'opposition, en l'occurrence de gauche, qui sera plutôt favorable à ce projet. Donc le contexte est totalement différent. Alors, je pense qu'on va pouvoir parler dans un moment peut-être de la stratégie qu'ont utilisée l'un et l'autre, mais c'est vrai que Corinne évoquait le contexte. Simone Veil, l'IVG, 1974. L'interruption volontaire de grossesse est un délit, passible de prison. Il y a des combats qui sont menés depuis un certain nombre d'années. C'est l'époque qui suit le manifeste des 343 salopes. C'est voilà, un contexte bien particulier, alors qu'on ne va peut-être pas... C'est passible de prison pour les femmes et passible de peine de mort pour les avorteuses. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment... Voilà, donc une évolution qui se heurte à la pensée judéo-chrétienne, il y a le poids de la religion qui rentre là-dedans, il y a tout ça. Effectivement, c'est quand même un délit fortement pénalisé, voilà, c'est pas rien. Et malgré tout, Simone Veil arrive à porter ça dans des conditions, effectivement, sous les crachats, les colibés, les menaces de mort qu'elle a pu avoir. Et puis ce qui est peut-être marquant, c'est que lorsque la loi est votée, alors j'ai plus la date dans la tête, enfin, juste après, c'est pour 5 ans seulement, c'est-à-dire que ça reste expérimental. Et ça n'est pas encore remboursé par la Sécu pour ne pas aller trop loin en poussant le bouchon direct, donc ça sera réexaminé 5 ans plus tard. Alors, puisqu'on en est au contexte, on peut faire le parallèle avec celui de la peine de mort. Christophe, tu l'as dit, 1981, François Mitterrand vient d'arriver au pouvoir. La France est alors le dernier pays d'Europe à pratiquer la peine de mort. C'est très très étonnant, même dans le montage de texte sur le spectacle qu'on a fait, j'ai dû resserrer l'historique de ce combat pour l'abolition, qui commence au moment de la Révolution, quoi. Donc c'est assez hallucinant de voir que cette question, elle va se balader comme ça pendant 2 siècles, sans que jamais on arrive, alors qu'en effet les autres pays, mais d'autres intellectuels français au cours de ces 2 siècles se sont battus. Aristide Briand, évidemment Victor Hugo, Clémenceau, Gambetta, Jaurès, Camus, et non, ça ne passe jamais pour des tas de raisons. Et donc, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Et ça m'amène à réfléchir un peu à ce qu'est notre pays, qui est à la fois, dans certains moments, porteur d'un grand progrès et qui est en même temps totalement contraint par des tas de conservatisme. On est dans ce genre d'aller-retour permanent qui font que des fois, si on prend aussi peut-être que le 3e grand projet qu'a marqué l'histoire des 60 dernières années socialement, c'est peut-être probablement le mariage pour tous. C'est un peu ce que d'autres gens qu'on a rencontrés nous ont fait entendre, et beaucoup ont parlé du courage de Christiane Taubira. Mais c'est vrai que là aussi, on a été l'un des derniers pays en Europe à vouloir aborder cette question-là, quoi.
Donc c'est très étrange, ça m'interroge beaucoup sur notre identité commune, quoi, sur à la fois on a pu éclairer le monde à certains moments et puis sur des questions quand même qui nous concernent aussi vraiment, on est parfois à la traîne. C'est voilà, c'est intéressant de réfléchir ça sur ce que nous sommes. On ramène souvent la France à l'esprit des Lumières, et finalement, dans certains cas, on en est assez loin, malgré effectivement tous les grands penseurs que tu viens de citer, avec effectivement peut-être un point particulier sur Jean Jaurès, puisqu'il y a un autre discours très marquant, mais qui était en 1908, où Jean Jaurès fait un discours sur la peine de mort, et finalement ne fait pas avancer d'un pouce la chose, en tout cas pas sur le plan législatif. On en arrive. Alors, j'aimerais qu'on... Enfin, si, pardon, sur le contexte particulier sur la peine de mort, il y a à ce moment-là, quand Badinter fait son discours, il y a 8 condamnés à mort qui sont en attente de leur exécution. Voilà. Badinter est un avocat célèbre. Il a sauvé la tête de 6 condamnés, enfin de 6 prévenus qui allaient être condamnés à mort. Voilà, il s'illustre depuis très longtemps dans ce combat, son cheval de bataille. Et à cette époque-là, effectivement, 8 personnes attendent la mort dans les prisons françaises. Et malgré tout, l'abolition de la peine de mort est enfin prononcée en France. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Le dernier de mémoire, le dernier exécuté, condamné à mort, est Christian Ranucci, sur lequel pèse un énorme doute sur sa culpabilité. Donc, en fait, symboliquement, c'est assez fort, quoi. Ça marque justement la fin de la peine de mort par une exécution sur laquelle le doute est vraiment existante, quoi. Donc, c'est un des grands arguments. Mais de toute façon, la pensée de Badinter... Moi, ce qui m'intéresse dans ces deux personnages, c'est la construction intellectuelle, quoi. Une fois que Badinter pousse un domino sur sa pensée, il est inarrêtable. Il y a une construction, un déroulement de la pensée qui font qu'il est inarrêtable, et que celui qui est pour la peine de mort après la démonstration et le déroulé de la pensée de Badinter, il a intérêt à être très très fort, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place pour pouvoir la justifier. Au-delà de quelque chose de purement émotionnel, œil pour œil, dent pour dent, mais dans un point de vue, dans un cadre républicain, de droit de l'accusé aussi, et de structuration juridique de la pensée de la société, il est terrible. Et Simone Veil aussi a construit son discours de telle manière qu'elle marche sur un fil pour arriver un peu politiquement, pour le coup, à retourner les plus réticents de son camp politique. Et ce qui m'intéresse, et là ça rejoint la question de départ sur la théâtralité, c'est que ce sont des discours qui sont écrits. On est aussi à une époque où certains dans le jeu politique ont encore quelque chose qui est de l'ordre de la référence littéraire, de la référence intellectuelle. On est dans l'époque grosso modo Mitterrand, 74, 81, qui est un président de la République, qu'on soit pour ou contre, qui a des lettres, qui est intéressé par la chose intellectuelle. Et la question du départ, pourquoi monter ça, c'est peut-être qu'aujourd'hui, je nous sens confrontés à une immense pauvreté à ce niveau-là. Et je crois que ça nous manque à tous, quoi. Ça nous manque à tous. On peut avoir des gens qui ont de l'engagement, mais qui ont aussi un parcours intellectuel qui nourrit aussi la chose politique. Pour moi, le parcours intellectuel nourrit la chose politique. Si la politique ne s'appuie pas sur des éléments de pensée, d'histoire, d'expérience sociale au cours des siècles passés, on est dans un genre de jeu télévisé à 2 balles, de quiz quasiment, quoi. Et je crois qu'on va un peu trop vers ça en ce moment. C'est mon point de vue, et ça me pose problème. Alors, très certainement. Alors, je ne peux pas m'adresser à 2 comédiens sans m'intéresser justement à la posture, ou plutôt à la stratégie que ces 2 personnages ont eue. On a bien vu que dans le contexte, c'était contre vents et marées, et que c'était pour Simone Veil notamment des moments extrêmement durs qui lui ont demandé un extrême courage, et que c'était, comme le disait Christophe, pas gagné d'avance du tout. Quand on voit votre interprétation sur scène, quand on voit le spectacle, moi j'ai été frappé, Corinne, alors c'est ton jeu d'une part, mais cette posture d'humilité que Simone Veil peut avoir, il me semble qu'elle met tout là-dedans.
Après, je ne sais pas si c'est de la stratégie ou si c'est vraiment ce qu'elle est. Et aussi, c'est une chose de profil bas où elle ne met pas en avant le féminisme, ou comme dit Christophe, elle passe par des chemins pour faire accepter la chose. Qui sont très délicats parce qu'elle met en avant la santé publique, le désordre de la société qui fait que la loi est bafouée puisque concrètement plein de femmes vont se faire avorter clandestinement ou à l'étranger ou si elles ont les moyens. Enfin, ça devient un désordre. Un trouble à l'ordre public. Elle fait beaucoup passer par ça et elle fait effectivement profil bas parce que c'est pas gagné pour elle. Alors, est-ce que c'est cette humilité je pense que la stratégie, elle est par là où elle passe pour y arriver, mais que son humilité est, j'ai l'impression naturelle, enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle est, cette femme, dans le fait de ne pas se mettre en avant et tout ça. Pour autant, il y a des moments où elle est aussi dans l'émotion, où elle n'est pas dénuée d'affect. Enfin, il y a son être qui vibre et il y a aussi de l'émotion dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle porte. Tout à fait, sans peut-être tomber dans le piège qui aurait été de jouer cette carte du féminisme. Elle ne dit pas, elle dit à un moment donné, je m'adresse à vous en tant que femme. Il ne faut pas oublier qu'elle est quand même devant un parterre d'hommes. Voilà, je me suis intéressé à ça. Il y avait 97% de députés masculins à l'Assemblée à ce moment-là. Et elle arrive avec effectivement cette posture d'humilité que je voulais te faire souligner, mais également de fermeté au sein d'une conviction. Mais pour autant, elle ne dit pas, elle ne met pas en avant le fait que la femme est maîtresse de son corps, etc. Elle veut faire cesser un dysfonctionnement. C'est ça qui fonctionne. Elle passe par là parce que c'est le plus efficace, en fait. Elle joue la carte de l'efficacité plutôt que du militantisme féministe. Donc une grande oratrice qui passe par une stratégie. Quelque temps plus tard, Robert Badinter, tout aussi habile dans un autre registre, puisqu'on voit également dans l'interprétation de Christophe, mais quand on écoute le texte, enfin les enregistrements faits par le texte, que vous utilisez d'ailleurs, on pourra en reparler à un moment donné pendant le spectacle, on entend vraiment la voix de la vraie Simone Veil et du vrai Robert Badinter, mais une posture de Badinter qui est beaucoup plus... enlevé, envolé, il passe du calme au... Badinter est un avocat, un grand avocat, donc il est habitué aux grandes plaidoiries. C'est ça. Et c'est sûr qu'en octobre 81, faudra lui poser la question, mais je pense qu'il a un genre d'excitation du travail bien fait, parce qu'avant de défendre le texte, il sait que c'est acquis, on en a parlé, mais il y a un combat avant de 20-30 ans, puissant, violent. Il ne faut pas oublier qu'en 81, la majorité encore, je crois 65% des Français sont pour la peine de mort. Donc c'est gagné parce que la majorité politique est acquise depuis mai, mais ça a été une prise de position assez courageuse de Mitterrand, d'aller à l'encontre de l'opinion publique, parce qu'il y avait une conviction forte, d'où le titre, d'où le sous-titre. Et voilà, je crois que l'essentiel est là, c'est-à-dire qu'on gouverne au sondage ou on pense. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et alors, on ne va pas non plus en faire des gens qui l'avaient plus blanc que blanc à l'époque. Les stratégies politiques ont toujours été plus ou moins les mêmes. Mais il y a un endroit quand même où la conviction l'emporte. Et je prends le risque, moi, candidat à la présidentielle, de dire aux Français qui sont à 65% pour la peine de mort que je l'abolirai. C'est un risque politique. Oui, énorme. Avec le sentiment, quand on écoute son texte, et on a le même quand on est dans la salle de spectacle, quand vous êtes tous les deux en scène,
que Badinter s'adresse à un jury d'assises. Il est en train de plaider une cause comme il défendrait un condamné. Tout à fait, c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui aussi va créer, je pense, une certaine théâtralité. On pourra parler du côté plus peut-être théâtre aussi. C'est ce contraste entre les deux. On a créé un faux dialogue comme s'ils discutaient, mais avec des personnages qui en fait auraient des psychologies, si on parlait plus peut-être théâtre d'auteur, très différentes. Et ça crée des niveaux, puisque lui est beaucoup dans une forme de lyrisme et d'emballement et de colère qui est peut-être feinte parce qu'il sait que c'est gagné, mais vraiment de quelque chose où il y a de l'éloquence, où il y a de la puissance, où il y a et elle est sur un registre, comme on a dit, beaucoup plus sur un fil très 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 délicat, et ça crée un relief entre les deux, ça crée une dynamique. C'est peut-être là qu'on a trouvé la dynamique, on va dire, pour que ça fasse théâtre. Pour que ça fasse théâtre, il fallait aussi travailler sur l'écriture. Donc, comme je disais, c'est des textes plutôt écrits, mais c'est quand même des textes parlementaires. Donc il a fallu élaguer au maximum des éléments pour essayer d'aller chercher ce qu'on appellerait des éléments de dramaturgie qui peuvent commencer à faire théâtre. Et l'idée aussi a été de recontextualiser en allant chercher des documents sonores qui apportent beaucoup au spectacle, puisqu'on voit les insultes qu'elle subit, on entend à un certain moment des radiotrottoirs de gens qui sont pour la peine de mort, voilà, des documents de l'époque qui nous remettent dans une... surtout pour les plus jeunes, puisqu'on travaille beaucoup aussi avec les lycéens, et ils sont un peu surpris d'entendre ces choses-là des fois. Donc voilà, cette idée de la transmission de ces grandes valeurs, pour moi, est super importante. Alors effectivement, il y a ça, et je retourne à nouveau vers Corinne. On était précédemment en train d'évoquer le contexte, la difficulté des crachats, les colibés. C'est pas gagné. Simone Veil l'emporte au final, même si c'est pour une durée de 5 ans, puisque la loi sera définitivement adoptée seulement en 1979 pour une durée limitée. Donc, il faudra 5 ans. Il a fallu en passer aussi par une phase d'expérimentation, de tests, etc. Il y a quand même à cette époque-là 5000 femmes chaque année qui décèdent suite à une IVG faite dans de très mauvaises conditions. Ce qui me semblait intéressant, c'était de regarder ce que ça a donné en termes de vote, parce qu'elle a gagné, mais pas de beaucoup. La loi n'a pas été votée avec une majorité tout à fait écrasante, puisque je suis en train de chercher le texte, tout en précisant aussi que c'est la seconde fois qu'il y a une loi. En 71, Poniatowski avait déjà présenté un projet de loi, mais qui lui était vraiment à vocation une nature très différente. C'était uniquement quand la vie de la mère était menacée, et qui déjà avait été repoussé. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est important. Voilà, et je suis en train de chercher, alors je ne sais pas si tu as en tête, c'est même pas 2/3 la proportion sur le vote, voilà. Et sur la loi sur la peine de mort, c'est à peu près la même proportion, 363 voix contre 117 qui sont portées plutôt par les députés de gauche, avec quand même quelques personnalités de droite comme Chirac ou Seguin qui ont voté pour. Donc 117 contre, 363 voix pour à l'Assemblée pour l'abolition de la peine de mort, et à peu près la même proportion pour l'IVG. C'est des grandes victoires, mais ça montre quand même que ça pose les choses dans une France qui reste divisée sur la question. Oui, après on verra, on entend dans le spectacle, dans les documents sonores, c'est un document qui a moins de 10 ans, je pense, où aujourd'hui, au moins sur la question de la peine de mort, mais même sur l'IVG, quand on demande aux Français ce qu'ils pensent, ils sont à 80% OK pour qu'on en soit là. C'est-à-dire qu'à un moment, la conviction et le courage, on peut, même s'il ne faut pas tout leur accorder, mais on peut espérer des élites qu'elles voient peut-être un peu plus loin que nous, peut-être parce qu'elles sont élites. Question, je n'ai pas la réponse. Et du coup, de prendre ces risques-là pour tirer la société dans un sens. Et on se rend compte qu'avec la peine de mort et l'IVG, 30 ans après, c'est totalement intégré dans la population, mais avec une grande majorité.
Il y aura toujours des réticences. Je veux dire, on n'est pas un système totalitaire, donc on ne va pas faire du 100%, heureusement. Mais dans son ensemble, la société française accepte l'abolition de la peine de mort et l'a intégrée, et accepte le droit à l'IVG et l'a intégré. Donc, c'est là où je trouve intéressant de travailler là-dessus, c'est de montrer que, ouais, bousculons les choses, quoi. Bousculons les choses, prenons des risques et ne soyons pas toujours en même temps. Alors, ce qui est très intéressant sur le spectacle Veille Badinter, c'est qu'effectivement, ce que Christophe évoquait tout à l'heure, c'est 2 textes parlementaires, pas du tout faits pour être joués, c'est destiné à faire partie éventuellement de l'histoire, c'est le cas. Voilà, et en même temps, il y a une mise en scène, une interprétation qui font que ça arrive à fonctionner, ça fait théâtre et ça fonctionne. Donc j'ai demandé à Christophe et à Corinne de nous interpréter une partie du spectacle, de nous donner un extrait, de façon à ce que tous nous puissions nous rendre compte de cette force du texte et de cette conviction de ces 2 grands orateurs qui étaient Simone Veil et Robert Badinter. Donc je vous invite, si vous le voulez bien, à nous présenter un extrait de ce spectacle sur des textes que vous avez choisis, et on se retrouve dans quelques minutes. Ok, pas de problème. C'est de France. C'est de cette enceinte souvent que se sont levées les plus grandes voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine, celles qui ont soutenu avec le plus d'éloquence la cause de l'abolition. Vous avez rappelé Hugo, j'y ajouterai Camus. Comment dans cette enceinte ne pas penser aussi à Gambetta, à Clémenceau et surtout au grand Jaurès, dont je rappelle ici les propos. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêve de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Tous se sont levés, tous ont soutenu la cause de l'abolition. Alors pourquoi le silence a-t-il persisté? Et pourquoi n'avons-nous pas aboli? Nous sommes arrivés à un point où les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Tout le démontre. Les études et les travaux menés depuis plusieurs années, l'expérience des autres pays européens. Et la plupart d'entre vous savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins et qu'on ne peut non plus appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ces rigueurs. Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux ? Parce que la situation actuelle est mauvaise, déplorable et dramatique. La situation actuelle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même ridiculisée. Lorsque des médecins, dans leur cabinet, enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque des services sociaux fournissent à des femmes en détresse les renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, lorsque, aux mêmes fins, sont organisés ouvertement et même par charter des voyages à l'étranger, alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. Pourquoi avoir tant attendu? Pourquoi, au cours du précédent septennat, les gouvernements n'ont-ils pas voulu instaurer ce débat? Nous savons bien, en vérité, que la cause était la crainte de l'opinion publique. D'ailleurs, certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez les règles de la démocratie parce que vous ignoreriez l'opinion publique. Il n'en est rien. À 2 reprises, la question a été directement, j'y insiste, posée auprès de l'opinion publique. Le président de la République a fait connaître à tous non seulement son sentiment personnel, son aversion pour la peine de mort, mais aussi très clairement sa volonté de demander au gouvernement de saisir le Parlement d'une demande d'abolition s'il était élu. Le pays lui a répondu oui. Il y a eu ensuite des élections législatives. Au cours de la campagne électorale, il n'est pas un des partis de gauche qui n'ait fait figurer publiquement dans son programme l'abolition de la peine de mort.
le pays a élu une majorité de gauche. Ce faisant, en connaissance de cause, il savait qu'il approuvait un programme dans lequel se trouvait inscrite l'abolition de la peine de mort. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme n'a recours de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient grand besoin? Je sais qu'il en existe et je me garderai de généraliser, mais la sollicitude et l'aide, lorsqu'elles existent, ne suffisent pas toujours à dissuader. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Pourtant, certaines difficultés peuvent être surmontées, mais d'autres, en revanche, font que certaines femmes se sentent acculées à une situation sans autre issue que le suicide, la ruine de leur équilibre familial ou le malheur de leurs enfants. S'il n'en était pas ainsi, croyez-vous que tous les pays, les uns après les autres, auraient été conduits à réformer leur législation et à admettre que ce qui était hier sévèrement réprimé soit désormais légal? Rien n'a été fait pendant les années écoulées pour éclairer l'opinion publique. Au contraire, on a refusé l'expérience des pays abolitionnistes. On ne s'est jamais interrogé sur le fait essentiel que les grandes démocraties occidentales, nos proches, nos sœurs, nos voisines, pouvaient vivre sans la peine de mort. On a négligé les études conduites par toutes les grandes organisations internationales, telles le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, les Nations unies. On a occulté leurs constantes conclusions. Il n'a jamais été établi une corrélation quelconque entre la peine de mort et la courbe de la criminalité sanglante. On a, par contre, au lieu de révéler et de souligner ces évidences, entretenu l'angoisse, stimuler la peur, favoriser la confusion. On a mis l'accent sur l'accroissement indiscutable de la petite et moyenne délinquance qui n'a jamais relevé de la peine de mort. Et l'on a volontairement occulté le fait qu'en France, la criminalité sanglante tend plutôt à stagner. On s'est tu. En un mot, s'agissant de l'opinion, parce qu'on pensait au suffrage, on a attisé l'angoisse collective et on a refusé à l'opinion publique les défenses de la raison. En préparant le projet qu'il vous soumet aujourd'hui, le gouvernement s'est fixé un triple objectif: faire une loi réellement applicable, dissuasive, protectrice. Une loi applicable, d'abord. Si ces conditions sont définies en termes précis, par exemple l'existence de graves menaces pour la santé physique ou mentale de la femme, ou encore les cas de viol ou d'inceste, il est clair que la modification de la législation n'atteindra pas son but, puisque la proportion d'interruptions de grossesse pour de tels motifs est faible. Si, au contraire, c'est une définition large qui est donnée, par exemple le risque pour la santé physique ou psychologique, ou les difficultés matérielles ou morales, il est clair que les médecins auraient à prendre leurs décisions sur la base de critères insuffisamment précis pour être objectifs.
Dans de tels systèmes, l'autorisation n'est en pratique donnée qu'en fonction des conceptions personnelles des médecins. Et ce sont les femmes les moins habiles à trouver le médecin le plus compréhensif qui se trouveront encore dans une situation sans issue. Or, si le législateur est appelé à modifier la loi, c'est pour mettre fin aux avortements clandestins, qui sont le plus souvent le fait de femmes qui, pour des raisons sociales, économiques ou psychologiques, se sentent dans une telle situation de détresse qu'elles sont décidées à mettre fin à leur grossesse dans n'importe quelle condition. C'est pourquoi le gouvernement a estimé préférable d'affronter la réalité et de reconnaître que la décision ultime ne peut être prise que par la femme. Je sais qu'aujourd'hui, certains voient dans la peine de mort une sorte de recours ultime, une forme de défense extrême de la démocratie contre la menace grave que constitue le terrorisme. Cet argument procède d'une méconnaissance complète de la réalité. En effet, l'histoire montre que s'il est un type de crime qui n'a jamais reculé devant la menace de mort, c'est le crime politique. Et plus spécifiquement, s'il est un type de femme ou d'homme que la menace de mort ne saurait faire reculer, c'est bien le terroriste. D'abord parce qu'il l'affronte au cours de l'action violente. Ensuite, parce qu'au fond de lui, il éprouve cette trouble fascination de la violence et de la mort, celle qu'on donne, mais aussi celle qu'on reçoit. Le terrorisme, qui pour moi est un crime majeur contre la démocratie, a pour cri de ralliement, quelle que soit l'idéologie qui l'anime, le terrible cri des fascistes de la guerre d'Espagne, « Viva la muerte !» Alors croire qu'on l'arrêtera avec la mort, c'est illusion. Allons plus loin. Si dans les démocraties voisines, pourtant en proie au terrorisme, on se refuse à rétablir la peine de mort, c'est bien sûr par exigence morale, mais aussi par raison politique. Vous savez en effet qu'aux yeux de certains, et surtout des jeunes, l'exécution du terroriste le transcende, le dépouille de ce qu'a été la réalité criminelle de ses actions, en fait une sorte de héros qui aurait été jusqu'au bout de sa course, qui, s'étant engagé au service d'une cause, aussi odieuse soit-elle, l'aurait servi jusqu'à la mort. Dès lors, apparaît le risque considérable de voir se lever dans l'ombre pour un terroriste exécuté 20 jeunes gens égarés. Ainsi, loin de le combattre, la peine de mort nourrirait le terrorisme. À cette considération de fait, il faut ajouter une donnée morale. Utiliser contre les terroristes la peine de mort, c'est pour une démocratie faire sienne les valeurs de ces derniers. J'en arrive au terme de mon exposé. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous estimeront en conscience qu'ils ne peuvent voter ce texte. Cela, j'espère les avoir au moins convaincus que ce projet est le fruit d'une réflexion honnête et approfondie. D'autres hésitent encore. Ils sont conscients de la détresse de trop de femmes et souhaitent leur venir en aide. Ils craignent toutefois les effets et les conséquences de la loi. À ceci, je veux dire que la loi est faite pour s'appliquer à des situations individuelles souvent angoissantes, que si elle n'interdit plus, elle ne crée aucun droit à l'avortement. Il s'agit d'un problème de société que nous ne pouvons plus éluder. J'insiste, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. C'est pourquoi je défendrai ce texte sans arrière-pensée et avec toute ma conviction, car personne ne peut contester que l'avortement est un échec quand il n'est pas un drame. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui le pratiquent. Merci Corinne, merci
Christophe, pour cette interprétation. Alors on voit bien qu'effectivement, Veil-Badinter, c'est quand même des orateurs, c'est un texte fort, puissant, et qui finalement reste inscrit dans la modernité. Ça, on a un peu l'impression que c'est acquis pour tout le monde aujourd'hui. Pourtant, il faut se rappeler le contexte dans lequel ces deux combats ont été menés. Ces deux moments politiques majeurs et ce qui marquent encore notre vie collective. De votre point de vue, qu'est-ce qu'il en reste donc, aujourd'hui ? Sur la peine de mort, je pense que la question est beaucoup plus claire dans la mesure où une grande majorité des Français a vraiment intégré l'abolition. Et même si certains pourraient être tentés, notamment par rapport aux questions de terrorisme, qui ramènent souvent ce genre de questions, de la rétablir, on est aussi lié à des engagements européens qui font que quel que soit le gouvernement qui arriverait pour la remettre en question, ça serait compliqué. L'IVG est une toute autre question. Ouais, c'est pas acquis. Hein. Enfin, dans les textes, ça l'est. Dans les faits, c'est beaucoup plus difficile. Il y a certains pays européens où c'est vraiment remis en question. Et même en France, il y a beaucoup d'associations qui sont encore contre, qui manifestent, qui sont virulentes, etc. Et même si c'est acquis, dans les faits, concrètement, dans les cliniques, les prises de rendez-vous sont pas le caractère d'urgence d'une jeune fille qui arrive à 8 semaines. C'est pas forcément reconnu comme urgent. C'est beaucoup plus insidieux. C'est des remarques désobligeantes, c'est des rendez-vous qui sont pas pris dans les temps. Normalement, il faudrait 5 jours pour avoir un rendez-vous et pour que les choses puissent être traitées. Il y a des cliniques qui dans la loi, c'est jusqu'à 12 semaines pour pouvoir pratiquer une interruption de grossesse. Dans les faits, il y a des cliniques qui ne le pratiquent que jusqu'à 10 semaines. Et on ne sait pas pourquoi. Et voilà, l'accueil des femmes n'est pas forcément bienveillant. Donc c'est sournois. Alors justement, quel regard tu portes là-dessus ? Est-ce que c'est ce que j'appelle moi une victoire de papier sur les textes, voilà, c'est dépénalisé, on peut, puis en fait dans les faits ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est une question de manque de moyens, de volonté, de portage politique, de comment tu... Je sais pas. Je sais que dans les faits c'est pas aussi évident que ça. Ça va pas dans le sens vers plus de bienveillance, vers voilà quelque chose qui est acquis. On pourrait imaginer que ça va vers plus de confort, plus de bienveillance, plus de facilitation de la chose. Ça va plutôt dans l'autre sens. Est-ce que tu voudrais dire, c'est comme ça que je le comprendrais, que il y a encore un peu la chape de plomb de la culpabilisation? Oui, je pense. Parce que je pense que juridiquement, c'est totalement acquis. Je veux dire, c'est un droit. C'est un droit en France, je pense, dont il est quand même difficile de déposséder une femme juridiquement. Après, je pense qu'on est plus sur des choses encore morales, culpabilisantes, avec toute une pensée et une organisation, des organisations très bien structurées au niveau européen qui ont un pied pour bloquer la porte dans l'Union, des lobbies très forts aux États-Unis, en Europe, en Russie. Il y a un genre, c'est pas un genre, il existe une internationale anti-IVG très structurée. J'ai vu des documents là-dessus. Donc on a parlé de certains pays de l'Union. Je crois que c'est toujours illégal en Andorre, hein, on est quand même à côté. La Pologne a resserré très sévèrement, la Hongrie pareil. Malte, je crois, n'a pas signé, n'a pas validé. L'Irlande a validé l'année dernière, un pays très catholique qui a validé. Donc voilà, on est sur quelque chose qui reste hyper fragile. Et ces forces... je ne sais pas comment les appeler, ils ont le droit de vouloir défendre le contraire, plutôt conservatrices, sont très organisées. Et continue. On voit à quel point aux États-Unis, dès que Trump est arrivé au pouvoir, tous les financements du planning familial et tout ont quasiment disparu ou réduit considérablement. On est dans la même idée. Donc, le combat est encore présent.
En France, pour moi, enfin, quand tu vois la disparition des maternités, enfin, il y a quand même plein d'endroits où les zones ne sont pas, où il y a des disparitions de moyens, d'effectifs, tout ça. Et après, une femme qui veut avorter, c'est pas simple, c'est pas facile. Et même si c'est un droit, concrètement dans les faits, dans la manière dont elle est accueillie, traitée, où il y a des médecins qui refusent, qui ne le font pas. Alors voilà, c'est au cas par cas, c'est par endroit, c'est pas général. C'est comment dire, il y a la loi qui est là, qui existe et qui est appliquée, et après il y a comment ça se passe concrètement. Des remarques désobligeantes, des femmes à qui on fait passer une échographie obligatoire, où on fait écouter le cœur du bébé, enfin des choses qui sont maltraitantes en fait. Pour les femmes. Alors, est-ce que ce sont autant de points de vigilance qu'il faut avoir sur cette question, et de même sur la peine de mort? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pour l'un ou pour l'autre véritablement acquis? J'ai envie de dire conquis d'ailleurs, quand on voit quand même pour ces deux textes le combat, c'était pas facile. Enfin, ça a été arraché de votre lutte par Simone Veil d'un côté, Robert Badinter de l'autre. Ce combat sur la peine de mort, Christophe et Corinne, bien sûr, qu'est-ce qui vous semble en rester justement? Qu'est-ce qui pourrait menacer aujourd'hui Moi, je crois qu'on rentre dans une époque, un avenir où rien ne va être acquis. On voit quand même que les choses se délitent de décennie en décennie, donc pourquoi pas la peine de mort, pourquoi pas l'IVG, le droit du travail, a priori on a compris. Donc on va aller de plus en plus vers ces dérégulations. Peut-être que, mais je n'y crois pas trop, que le passage du Covid va freiner un peu certains délitements, mais je ne suis pas trop convaincu de ça. Donc non, soyons très 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 vigilants sans être arc-boutés sur le passé, c'est pas la question. C'est que la modernité, le progrès social, le progrès est un mot compliqué, mais le progrès social, c'est quelque chose, quand on voit comment au cours des 30 dernières années, beaucoup de nos élites ont voulu balayer d'un revers de manche, avec beaucoup de stratégie, toute la culture du Conseil national de la résistance. Il y a de quoi être un peu en colère quand même. Donc on voit bien la direction qui est prise, on voit bien où sont les forces et où elles nous tirent. Donc on doit être totalement vigilant. Je crois que rien n'est acquis définitivement. Alors une question pour tous les deux, c'est Christophe, tu évoques le Conseil national de la résistance, le CNR, les jours heureux dans ce contexte, je ne sais pas s'il faut dire d'ailleurs d'après Covid, mais on a beaucoup entendu ces mots dans des propos politiques. Voilà, celui des jours heureux, c'est le programme du Conseil national de la résistance. Et il me semble que Veil, Badinter, de même que la plupart des héros de la résistance dont on a fait des icônes, est-ce qu'on est en train d'en faire, est-ce qu'on en a fait des icônes avec, comme on l'a fait pour des personnages qui ont marqué le Conseil national de la résistance, est-ce qu'on est en train d'oublier leurs valeurs au vu de ce que Christophe vient de nous dire? Je ne sais pas si on est en train de le faire. En tout cas, là, ce qu'on fait avec ce spectacle, c'est justement de mettre en avant pas que les noms des personnes, mais leurs paroles et leurs pensées et ce qu'il y a derrière. Voilà. Moi, je vois quand on intervient auprès des lycéens, les lycéens ne connaissent pas Robert Badinter, c'est comme ça. Ils connaissent Simone Veil parce qu'elle est décédée il y a peu de temps et qu'en plus elle a été panthéonisée. Donc ça a quand même eu un gros coup de projecteur. Hein. Tout le monde ne rentre pas au Panthéon tous les jours. Et encore, c'est parce que c'est frais. Oui, c'est parce que le côté médiatique, mais c'est très récent. La pensée, son histoire, c'est qui, elle vient d'où, elle a fait quoi les jeunes de 15, 20 ans et plus probablement ne le savent pas, mais c'est pas leur faute, c'est comme ça, on peut pas. Mais c'est comme une histoire récente, on n'est pas qui connaissent moins Olympe de Gouges, ok. D'accord, mais Simone Veil, c'est comme une histoire totalement contemporaine et Robert Badinter aussi, et c'est une histoire qu'ils ne connaissent pas. Donc moi, quand je leur dis et qui les concerne, quand je dis aux jeunes et aux jeunes filles, ce sont vos grands-mères qui se sont battues pour ça. C'est pas il y a 15 ou 20 générations. Et vos mamans ont pris le relais pour que ce droit existe et qu'il soit. Donc mesurez bien qu'il y a des combats derrière et que vous arrivez
à des âges où 18, 20, 25 ans, vous pouvez bénéficier de ces droits. Mais il y a eu des combats derrière et c'est pas des gens, il y a 3 siècles qu'on menait ces combats, ce sont vos mamans, vos grands-mères, donc soyez conscients de ça. Et c'est assez intéressant, les discussions, enfin moi, voilà, il y a un travail qu'on pourrait faire un jour aussi de filmer, d'enregistrer le travail avec les lycéens, parce que c'est absolument passionnant. Enfin moi, je me régale, les profs sont ravis, ça c'est clair. Parce qu'il y a des tas d'entrées sur les matières français, philo, histoire. Mais voilà, moi j'arrive à un moment où cette transmission avec les jeunes me régale vraiment, quoi. J'ai l'impression, ça rejoint aussi le métier de travailler dans le théâtre. Dans des projets comme ça, ce côté de transmission est très agréable. Corinne, tu le ressens de la même manière? Oui, il y a un côté prise de conscience. Enfin, j'ai souvenir d'une représentation à Decazeville où les jeunes étaient particulièrement... ils n'étaient pas là, quoi, en fait. Ils n'écoutaient pas, ils s'en foutaient. On a interrompu la représentation dès le début. Et, enfin, je crois que c'est moi qui... Je ne sais plus. Il me semble que j'ai interrompu. Non, enfin, je sais pas. Et je leur ai parlé en leur disant, mais rendez-vous compte de la chance que vous avez, ils sont dans un telle chose de consommation et d'absorber les choses et tout d'un coup de mettre en perspective que c'est des choses qui les concernent au premier chef et que c'est la chance qu'ils ont de pouvoir encore assister à une représentation théâtrale dans le cadre de leur établissement, dans le cadre de leur cours et tout ça, tout d'un coup, j'ai l'impression que les gamins, ils sont sortis un peu différents, quoi. Et c'est hyper important, cette transmission-là, de choses qui les concernent, en fait. Alors c'est vrai que c'est essentiel, puisque quand Christophe évoquait le CNR et autres, j'ai envie de rajouter Ambroise Croizat, qui a créé la sécurité sociale, plus personne ne sait qui c'est, et surtout pas les lycéens, voire les étudiants, voilà, alors que c'est quand même un personnage qui a marqué notre contexte social. Nous arrivons à la fin, j'avais envie de demander à chacun un mot de conclusion. Vas-y Corinne, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes dans la transmission. Qu'est-ce que vous auriez envie de développer à part continuer de jouer cette pièce? Qu'est-ce qui est important avec les jeunes maintenant? Moi, je trouve que faire ce spectacle-là, porter ces paroles-là, pour moi, c'est pas de l'imitation, c'est pas, voilà, il y a une parole à porter, un personnage derrière. Je cherche pas du tout à imiter Simone Veil, mais ça donne du sens à mon métier, voilà, de tout d'un coup de faire quelque chose qui a un vrai sens parce que c'est utile, on se sent un peu utile, quoi. Voilà. C'est un personnage que tu pourrais également interprété dans la compagnie d'Adam, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Dans le panel. Oui. Mais après, voilà, on n'est pas dans l'imitation. On ne cherche pas à incarner. On cherche juste à apporter la parole de cette femme-là, ou des femmes en général, qui ont des choses à dire. Moi, c'est peut-être plus une réflexion par rapport à notre métier en général, où j'ai un peu un sentiment que on arrive à un moment un peu de l'urgence et qu'il va falloir... alors il ne s'agit pas de faire de la politique sur les plateaux, hein. Je ne sépare jamais la politique de la poétique, mais il va peut-être falloir ramener des éléments de réflexion, d'émerveillement, ça va avec, un peu tonique, je crois. Qu'on n'a plus trop pour moi, on est déjà dans l'ère des urgences. Voilà.
Alors, ce sera le mot de la fin. Il me reste à remercier chaleureusement Corinne, Christophe pour leur participation, pour cette interprétation du spectacle qu'ils nous ont fait. Donner rendez-vous à toutes et toutes très prochainement, alors très vite, sur un nouveau colporteur du web. Et puis, normalement, c'est vrai que le contexte est incertain avec le Covid. On n'est pas sûr du moment où on pourra, pour Corinne et Christophe, rejouer à nouveau dans une salle devant du public, et pour nous continuer à organiser des débats et des conférences comme on le fait sur les chemins de la République au Conseil départemental de Haute-Garonne. Fin novembre, si tout va bien, vous aurez l'occasion de voir au Conseil départemental de Haute-Garonne, dans la magnifique salle de l'Assemblée départementale, le spectacle Veille Badinter, du courage et de la conviction en politique. Voilà, donc merci à tous, et merci Corinne, merci Christophe. Merci beaucoup, et merci de l'engagement de ce département. Je suis d'ailleurs, donc je peux en parler tranquillement. Merci. Merci.